Écoutez, bonjour et bienvenue dans cette masterclass sur le SEO. On a plein de choses à vous raconter aujourd'hui. Salut Jean-Philippe, Salut Olivier, bonjour à tous. comment ça va? Très bien, et toi? Bah écoute, super. On va déjà faire les petits tests d'usage. Si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien, vous pouvez nous mettre un petit pouce dans le chat. Et puis pour celles et ceux qui nous voient en live sur les réseaux sociaux, YouTube, etc., vous pouvez en faire de même, bien évidemment. Alors, j'invite tous les participants qui sont dans le Zoom avec nous, bien évidemment, de pouvoir poser vos questions à la volée, à Jean-Philippe, à moi, et on se fera un plaisir d'y répondre. En tout cas, on essaiera de le faire, bien évidemment. Et puis ceux qui nous regardent en replay, parce qu'on a beaucoup de personnes qui s'inscrivent également. Moi, je fonctionne comme ça sur les contenus qui m'intéressent, qui s'inscrivent pour pouvoir recevoir le replay et le regarder tranquillement plus tard. Donc j'invite celles et ceux qui regarderont ce contenu en replay. Si vous avez des questions également, ben, vous pouvez nous joindre directement sur LinkedIn. C'est le plus simple. Jean-Philippe ou moi-même. Et là aussi, on se fera un plaisir d'y répondre. Alors, cette masterclass, on va parler de SEO et notamment entre guillemets, des nouvelles règles du jeu qui arrivent avec l'intelligence artificielle. Alors déjà, rien qu'en disant nouvelles règles du jeu, déjà, je m'étonne de dire ce mot parce qu'avec les 3000 changements de l'algorithme Google tous les ans en moyenne, alors c'est peut-être encore plus cette année, on verra, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est mouvant, qui change tout le temps, ce qui rend aussi le sujet passionnant à mon sens. Mais voilà, l'idée de cette masterclass, c'est d'essayer de faire un focus sur, ben, voilà, si vous êtes une entreprise, vous avez un site internet, ben, comment on fait en 2025 pour rester visible sur le moteur de recherche, bien évidemment, et puis quel va être l'impact de l'intelligence artificielle sur le référencement de vos sites internet, parce que bah, dès lors qu'on a une activité qui est recherchée sur le web, mon cher Jean-Philippe, le SEO, ça reste encore le meilleur moyen de pouvoir capter de la demande régulièrement pour son activité. Mais ça, tu vas nous en parler dans quelques instants. Avant de démarrer, je voulais passer un petit bonjour à notre acolyte, Laurent Aîné, qui est à l'autre bout du monde, que je salue, peut-être qu'il nous écoute ou va nous écouter plus tard. Donc, on est aujourd'hui ensemble dans le cadre du programme Croissance pour tous, qui est un programme qu'on a co-créé avec Laurent il y a maintenant 3 ans à destination des entrepreneurs pour les aider à mettre en place des stratégies de croissance pérennes dans leurs activités basées sur le MAC, le modèle d'activation de croissance, qui permet à tout à chacun dans leurs entreprises de pouvoir jouer sur les quatre piliers de l'acquisition, la conversion, en passant par l'exécution, bien évidemment, et l'optimisation, capitaliser sur ma clientèle pour en faire des ambassadeurs. Toute entreprise qui joue sur ces quatre piliers, ben, ça permet effectivement de créer un cercle vertueux et de pouvoir sereinement développer et pérenniser son activité. Dans le cadre de ce programme, on a différents types de contenus, notamment ces masterclass, où on vient traiter d'un micro-sujet dans le cadre de Croissance pour tous, en l'occurrence aujourd'hui le SEO, mais vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de Croissance pour tous énormément de contenu maintenant depuis 3 ans sur plein de sujets différents, le digital, le marketing digital bien évidemment, l'intelligence artificielle. On a eu aussi des intervenants passionnants sur les techniques de vente, par exemple, dont on sait que ce n'est pas forcément le point fort des entrepreneurs. En tout cas, c'est un point qu'on a à améliorer sans cesse. Si vous souhaitez aller plus loin avec nous sur Croissance pour tous, je ne peux que vous renvoyer vers le site internet croissancepourtous.com où vous allez retrouver l'ensemble du programme décliné en différents supports. Vous avez le livre qu'a écrit Laurent, la formation en ligne si vous souhaitez aller plus loin, ou si vous pouvez également solliciter un coaching pour un pré-audit et voir ensemble quels pourraient être les axes, les leviers de développement dans le cadre de votre activité. Tout ça
est clairement bien explicité sur croissancepourtous.com, mais on va en venir à notre sujet du jour, hein, mon cher Jean-Philippe. Alors, je vais te laisser te présenter, mais on travaille tous les deux chez WSI, voilà, WSI qui est un réseau d'agences spécialisées en marketing digital. Moi, ça fait 10 ans, je crois, maintenant qu'on travaille ensemble. Mhm. Mais toi, tu vois, je vais quand même y aller. Je vais me permettre, toi, tu es un dinosaure du web, puisque ça fait plus de 20 ans. Mhm. Ça fait plus de 20 ans que tu officies chez WSI et que tu accompagnes les entrepreneurs, les entreprises pour les aider à développer leur stratégie sur Internet. Et dans le réseau, tu es notamment notre expert en SEO, référencement naturel. J'ose le dire, même si j'aime pas du tout Merci. employer ce mot. Mais tu vas nous en dire quelques mots très rapidement en complétant ta présentation. Tu interviens, ça c'est la marque de fabrique de WSI, dans différents secteurs d'activité, parce qu'on n'est pas spécialisé sur un secteur d'activité, mais on a une approche qui est multisectorielle, ce qui nous donne vraiment, je trouve, un champ d'horizon assez large sur ce qui fonctionne moins bien. On est spécialisé sur le marché de la PME, chose importante également Mhm. à dire. Et puis, bah, celles et ceux qui aimeraient aller plus loin ensemble en termes d'éthique, ça aussi j'aime bien le rappeler, parce que sur ces sujets de SEO et de SEA, on s'interdit d'avoir des clients dans le même métier. Bah, les places sur Google étant limitées, bah, pour le coup, ça pourrait poser quelques soucis d'éthique. Alors, Jean-Philippe, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais te passer la main. Mais moi, j'ai tout de suite une question qui me vient à l'esprit, qui me taraude. Donc, quand tu as vu arriver ces outils d'IA, d'intelligence artificielle, est-ce que tu as eu des craintes du coup pour cette activité de référencement et notamment peut-être certaines entreprises, certains de tes clients quant à leur pouvoir d'attraction Oui, sur le moteur de recherche? oui, clairement, on a tous eu des craintes quand c'est arrivé, puisque grosso modo, Google n'a jamais été aussi challengé. Ce qu'on a vécu comme mouvement là ces dernières années avec l'arrivée de l'IA, ça a été une vraie révolution dans le monde du web. C'est-à-dire que, enfin, je pense que toi c'est pareil, Olivier. Moi, en 20 ans, j'ai jamais vu Google vaciller comme ça. Donc, si Google vacille, ça veut dire qu'il y avait des vraies questions à se poser, et moi aussi, puisque au-delà de la remise en question de nos métiers à proprement parler, c'était aussi quels impacts il y allait avoir pour nos clients derrière. Moi, pour l'historique, j'ai démarré le SEO en 2005, 2006, les mains dans le code, etc. Donc voilà, j'ai suivi toutes les évolutions du référencement naturel dans le temps. Et jusqu'à présent, si on respectait bien les trois piliers du SEO dont je vais parler un petit peu plus tard, on arrivait à parvenir à nos fins. L'IA a challengé tout ça. Moi, que vous compreniez bien la vision, c'était de se dire, est-ce que le SEO est mort? Certains ont avancé ça. Si le SEO est mort, toutes les agences qui font du SEO sont mortes aussi et le canal ne serait plus pertinent pour nos clients. En revanche, si le SEO est mort, ça veut dire que le programme d'AdWords de Google, qui génère 97% de ses revenus, était mort aussi. Donc, croyez bien que ma conviction depuis le début, c'est que le SEO ne serait jamais mort, parce que quand vous générez autant de milliards de chiffres d'affaires, généralement, vous trouvez des solutions pour rebondir. Et on a vu qu'aujourd'hui, on va vous expliquer les effets qu'on a constatés, puisque maintenant, ça fait 2, 3 ans que ces systèmes ont vu le jour. On va dire que il y a eu une mise en place sur le marché depuis à peu près un an, mais ça fait longtemps qu'on entendait parler de ces sujets. Donc moi, j'ai eu peur au début, et aujourd'hui, je suis rassuré. Maintenant, la finalité, c'est sûr qu'il y a des sites, certains sites pour lesquels ça a été une catastrophe, sont les sites qui vendent de l'audience. Donc, ils monétisent leur audience parce qu'il y a eu l'effet, ce qu'on appelle le zéro clic. Les sites ont perdu en moyenne 40% de clics puisque maintenant l'IA fournit la réponse directement sur le moteur et que du coup, vous n'avez plus besoin d'aller cliquer derrière. Quand vous êtes un site marchand ou un artisan où vous avez besoin de collecter des devis, etc., ce n'est pas grave puisque pour effectuer l'action finale
de l'action commerciale, envoyer un devis ou acheter, il faut aller sur le site. Mais pour les sites journalistiques, voilà, les sites d'information, c'est une catastrophe, puisque eux, leur business model n'est lié qu'à l'audience. Ils vendent de la pub en fonction du trafic. Donc, si vous perdez 40% de trafic, ça veut dire que vous perdez pas loin de 40% de chiffre d'affaires par rapport au prix que vous proposiez au préalable. Donc, nous, maintenant, C'est vrai qu'il faut bien distinguer les requêtes dites informationnelles des oui, requêtes à intention d'achat. Moi, j'ai eu la chance cet été, bon, on en a déjà parlé, mais de discuter avec un haut ponte de chez Google à Mountain View, où moi, c'était ma première question que j'ai posée. Est-ce que vous n'êtes pas en train de scier la branche sur laquelle vous êtes assis? Donc, j'ai eu droit à un petit rictus. Et du coup, je ne peux pas tout te dire, mais ce qui est certain, c'est que sur les requêtes, ils font bien le distinguo entre les deux types de requêtes. Et sur les requêtes à intention d'achat, et bien évidemment, qu'ils vont continuer à proposer les liens SEO, SEA tels qu'on les connaît. Et donc, pour les annonceurs, bien évidemment, ça continue d'être hyper pertinent. Mais là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, pour les requêtes informationnelles, on est sur un autre sujet, complètement. ouais. Et là, pour le coup, la solution pour eux n'a pas encore été réellement trouvée, si je puis dire. Donc maintenant, nous concernant, l'idée, c'est de vous montrer en une petite heure, vous rappeler les fondamentaux du SEO, parce que la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ce qu'on voit, c'est que si les bonnes pratiques SEO perdurent, si elles sont bien faites, vous vous donnez un maximum de chances de sortir sur les moteurs IA. Donc maintenant, il y a des petites nuances, mais qu'on vous expliquera à la fin si on a le temps. Mais encore une fois, la prime au contenu, toujours la qualité de ce que vous écrivez. Quels Peut-être sont rappeler, les... Jean-Philippe, sur une page Google, très concrètement, les résultats qui s'affichent quand on part d'en haut, au milieu, en bas, comment ça se découpe entre les liens sponsorisés, les liens SEO, le En MAPS. termes de trafic, bah aujourd'hui, il y a 20 ans, quand j'ai commencé, le référencement naturel était tout en haut. Aujourd'hui, il est quasiment tout en bas, le premier lien. Donc, il y a cette notion-là, il y a tout le payant qui est passé avant. Les IA génératives, maintenant, viennent se placer, elles aussi, dans la partie haute. Et après, vous allez seulement voir les résultats naturels. Donc, malheureusement, quand le SEO avant représentait près de 75% du trafic, aujourd'hui, on n'est plus là-dedans. On est quasiment à 50-50 avec la brique SEA. Donc, bien évidemment, c'était l'intérêt de Google, hein, de vous enfermer un peu là-dedans. Mais encore une fois, sans trop appuyer, parce que sinon, il tue aussi son référencement naturel. Et j'irai aussi plus loin vis-à-vis de l'IA. Ce qui est devenu aussi prépondérant, c'est la recherche par image, vidéo, qui, pour le coup, a amené une vraie révolution, puisqu'avant, Google n'était pas capable de lire une image, ce qui est capable de faire l'IA. D'où les nouveaux moteurs qui ne sont basés que sur l'IA comme Google Lens, où vous pouvez chercher un produit à partir d'une photo. Ça, c'est vraiment révolutionnaire dans les actes, et on s'aperçoit aussi que le trafic des sites marchands en provenance de la recherche image est colossal. C'est entre 30 et 40% pour certains sites. Donc c'est vraiment monstrueux, et d'où surtout l'idée de ne jamais négliger cet aspect visuel qui reste capital. Ensuite, on verra quels sont les signaux de l'IA qui nous envoie, surtout les opportunités que ça amène, les erreurs les plus courantes qu'on a pu voir jusqu'à présent, et des actions concrètes pour pouvoir passer, pour établir une stratégie. Voilà, donc si on rentre dans les piliers, les fondamentaux du SEO qui n'ont jamais changé depuis 20 ans. Alors j'aurais mis le contenu en un. Voilà, toujours la logique de content is king, c'est vraiment ça. L'idée de Google, ce n'était pas de se dire qu'il fallait être webmaster bac+7 pour arriver à se positionner tout en haut. Et c'est là aussi le bon sens de la chose, c'est qu'un curé de campagne absolument pas technique, s'il écrit bien, s'il est bon, pertinent sur le fond, il va pouvoir se positionner, même s'il a énormément de défauts techniques, parce qu'il sera le plus pertinent sur le fond. C'est bien ça qu'il faut garder à l'esprit. Maintenant, on est dans une ère où dans le business,
Ça marche pas comme ça. Les PME sont de plus en plus structurées en interne, en externe, souvent avec des agences. Donc, le niveau technique est beaucoup monté. Ce qui fait qu'on a des sites maintenant qui sont dans l'ensemble rapides, qui s'affichent vite, avec une ergonomie aussi qui est bien pensée. Donc, le niveau technique est beaucoup monté. Maintenant, je trouve que le niveau du contenu, et c'est là aussi la bonne nouvelle, on a été un peu dans une ère, il y a une dizaine d'années, où il fallait énormément produire. Voilà, Google veut revenir là-dessus, c'est-à-dire moins de volume, plus de qualité. Mon message, c'est quand vous écrivez pour votre site web, si vous écrivez des billets d'actu, des nouvelles pages pour votre site, il faut simplement vous dire la pertinence de mon contenu. Est-ce que j'intéresse les gens? Est-ce que je suis pas dans le dupliqué, dans le contenu dupliqué que je pompe ailleurs, etc. Est-ce que je suis dans la redite? C'est tout simplement intéresser les gens dans une conversation avec des gens dans une même pièce. C'est la même chose. Si c'est votre élocution, le sujet que vous allez utiliser qui va attraper les gens, c'est beaucoup de bon sens en fait. Donc surtout vous dire, j'écris pour donner un maximum d'informations cohérentes à ma cible. Voilà. Est-ce qu'on a Et encore des contraintes en termes de poids, de nombre de mots? il y a toujours ces notions-là. Nombre de mots, c'est au moins 500 mots par page, mais à un moment, on disait il fallait être à 700, C'est 800, ça. créer des cocons sémantiques. Aujourd'hui, à 500, on peut très bien s'en sortir. Maintenant, il faut une part de contenu, un visuel, des liens contextuels, etc. On aura l'occasion de vous montrer ce qu'est la page SEO idéale. Mais en tous les cas, la prime au contenu, toujours. Le deuxième élément, c'est la technique, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez votre contenu, eh ben, il faut ces panneaux d'affichage qui vont permettre au moteur de s'y retrouver, de naviguer dans votre site en comprenant très rapidement quel est le sujet de la page. La règle d'or également en SEO, c'est un sujet, une page. Hormis votre page d'accueil, on est vraiment là-dedans. Un sujet, une page, pour justement ne pas diluer l'information. Et le troisième pilier, alors on parle de structure. Aujourd'hui, le troisième pilier, pour moi, ça reste aussi les backlinks, les liens entrants, sachant que ça, c'est des choses qui doivent être faites de manière naturelle. On proscrit les achats de liens, les fermes de liens, les achats sur des annuaires, les choses comme ça ne marche pas. Le bon lien, c'est celui que vous avez gagné avec le temps, parce qu'on vous cite grâce à la qualité de votre contenu ou alors des partenariats avec certains de vos clients où vous pouvez vous renvoyer aussi la balle, vous faites des échanges de liens, mais pas A vers B, plutôt A vers B, B vers C, C vers A. Bon, ça, c'est des schémas aussi qu'on pourra vous expliquer pour éviter justement de lutter contre cet échange à la base qui pouvait passer pour de l'échange, comment dire, pour flouer les Arrangé. moteurs. Voilà, Google, du coup, n'aime pas trop ça, mais les trois grands piliers restent pour moi, enfin pas que pour moi d'ailleurs, hein, le contenu, la technique et la structure de liens externes et internes. Voilà. Et la bonne nouvelle, c'est qu'encore une fois, ces piliers-là sont aussi valables pour l'IA. Oui, tu vas parler du contenu et comment on rédige pour l'IA. Oui, Ok. je vais évoquer tout ça par la suite. L'IA, elle a besoin encore plus d'autorité, de citations, d'avis positifs. Donc, elle va être friande de témoignages qui apparaissent dans vos pages, de la notation aussi qu'elle va pouvoir trouver sur les moteurs de recherche. Encore une fois, elle va beaucoup s'attacher à tous les liens qui pointent vers votre site aussi, puisque pour elle, ça veut dire que si beaucoup d'autres vous mentionnent, c'est que vous êtes crédible par rapport à une autre entité qui, elle, aurait peu de résonance à l'extérieur, si je puis dire. Oui, quand tu dis l'IA, elle a besoin, c'est en fait, on est bien d'accord hein, qu'on parle bah, donc d'outils d'IA générative. On va prendre l'exemple de ChatGPT par exemple. Voilà, oui, oui, Là, tout je à fais fait. une recherche dans ChatGPT, je fais une requête. L'IA a besoin d'aller sur le web pour produire sa réponse. Ben, c'est là où effectivement on peut apparaître dans les sources, puisque maintenant suite aux requêtes, l'IA fournit les sources, hein, qui sont des liens vers des sites Oui. internet. Et d'ailleurs, il faut les demander quand on fait un prompt. Et bien sûr qu'il faut les demander. Et donc, plus on va avoir de signaux positifs, de traces sur l'ensemble de la toile, plus on va avoir de chances d'apparaître dans les outils d'IA générative. Il y a ça. Et alors, pour vous expliquer brièvement, je ne vais pas rentrer trop dans la technique, mais comment Oui, ça fonctionne? Vous interrogez
ChatGPT, Perplexity, Claude, ce que vous voulez. À partir de une question, un prompt, lui, il va décliner cette question en des dizaines et des dizaines de questions qu'il envoie à Google, au moteur de recherche. Il va, à partir de toutes ces questions, obtenir une multitude de réponses de la part des moteurs. Et il va regarder toutes les fois où c'est vous qui amenez la réponse. Donc cette autorité, vous arrivez à partir d'une question à la créer grâce aux réponses que vous amenez à 40 ou 50 sous-questions. Voilà. Bon, c'est un peu technique. Non, c'est pas, mais c'est très intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire que si on prend l'exemple d'un sujet, je veux être présent sur un sujet précis. Plus je vais traiter ce sujet de manière différente sous l'angle de questions-réponses que se posent les internautes sur mon site internet, plus je vais avoir de chances, c'est ce que tu dis, parce que Oui, d'apparaître dans les moteurs, les outils, pardon, d'IA générative. Parce que ce qu'on ne voit pas à l'écran en front, mais ce qui se passe en back, c'est que derrière, d'une question, j'en fais plusieurs c'est pour aller ça. interroger mes bases, entre guillemets, Internet. Et derrière, effectivement, si je vois que j'ai plusieurs réponses qui proviennent de la même source, forcément, c'est un signal positif fort. Et du coup, ça incite à paraître. C'est ce que tu Tout dis. à fait, c'est ça. Et après, à partir de toutes ces réponses à ces multitudes de questions, il compile une seule et même réponse Eh en oui. citant les différentes sources. Oui. Il y a un autre élément qui compte beaucoup, c'est la récence du contenu. C'est-à-dire que l'IA va taper dans les contenus les plus récents. Si elle trouve pas son bonheur, elle remonte. C'est ce qui change aussi un peu du web, où je peux encore trouver, alors parce qu'ils avaient très très bien travaillé aussi à l'époque, mais Bien sûr. des dinosaures, des pages qui n'ont pas bougé depuis 6 7 ans, parce que, bon voilà, ça, l'IA, elle n'est pas là-dedans, elle va vraiment aller taper dans les actualités, elle va, d'où encore plus l'idée d'animer son site, d'actualiser les informations. Bien évidemment, quand il s'agit aujourd'hui, si vous avez un blog et que vous traitez un sujet technique avec des normes, je prends le cas de BTP avec des normes ISO. Si ces normes, elles changent, plutôt que de créer une nouvelle page, vous allez repasser sur cette page initiale et l'adapter avec les nouvelles infos. Ça, l'IA et les moteurs, ils adorent. Parce qu'on est en plein dans le cas où je ne viens pas surcharger le web avec une nouvelle page en plus, mais je viens étayer mon propos, je le mets à jour et je garde l'URL qui était associée à telle et telle requête pour les moteurs. C'est ça qui marche le mieux aujourd'hui. Dans les signaux techniques, donc qui sont aussi bien valables du coup pour l'IA que pour Google, vous avez la vitesse de chargement et ce qu'on appelle les Core Web Vitaux. Les Core Web Vitaux, c'est les moyens de mesurer l'efficacité de votre ergonomie. Donc c'est la vitesse d'affichage, c'est le placement des liens sur un site mobile. Vous allez d'abord avoir l'affichage et les liens qui vont se mettre en dessous. Je ne sais pas si vous avez fait déjà cette expérience de cliquer au bout d'une seconde et des fois vous arrivez ailleurs tout simplement parce qu'on vous présente l'affichage avant que le code derrière ne soit totalement affiché. Donc ça fait partie des code orbitaux et Google est très attaché à ça. La capacité d'indexation du mobile, bon alors ça c'est pareil, ça fait 10 ans que le mobile est passé en support principal vis-à-vis des moteurs, donc il faut toujours réfléchir d'abord à une belle version mobile avant une belle version PC, si Ouais, je c'est puis dire. contre-intuitif, ça, mais ça, c'est la réalité, hein. C'est contre-intuitif, mais aujourd'hui, il y a 80% des activités qui sont dans ce cas-là. Après, les activités de B2B, elles, c'est encore beaucoup poste fixe. Ce qui est énorme. Mais en B2C, 95%, c'est le téléphone qui est devant. L'accessibilité, la crawlabilité, ça veut dire quoi? C'est la facilité qu'auront les moteurs de recherche à rentrer dans votre site. Plus vous avez de portes d'entrée, plus votre balisage est bien. Il faut se dire qu'en fait, c'est comme le SEO, c'est un peu comme une route de campagne. Plus vous allez mettre de panneaux pour retrouver le village et le clocher, et ben plus vous arriverez à bon port, vous serez sûr d'arriver à bon port. Voilà, un SEO qui est mal fait, c'est une route, c'est des routes, des nationales sans aucun panneau. Voilà, et ben il faut se dire que là du coup je découvre les choses petit à petit, c'est tout est plus long, etc. Voilà, un bon balisage de site permet aux moteurs de recherche d'aller taper là où ils ont envie d'aller taper, d'obtenir les réponses à leurs questions et à celles que se posent vos cibles. Dans Et les ben, signaux, je me permets, parce que je commence à avoir quelques questions, bien sûr. et il y a Pierre-Luc qui revient sur la fraîcheur du contenu. Et donc, ce que tu as expliqué là, il y a quelques instants de mettre à jour la page, on est d'accord, sa question, c'est est-ce on garde la même URL et on change que les titres et les méta? Est-ce que tu confirmes? Exactement. En fait, on n'est même pas obligé de changer le titre et le méta s'il est toujours pertinent.
Mais si c'était ma norme ISO qui date de 2021, on va actualiser le titre en 2025 ou 2026. L'URL, il faut garder la même parce que si vous la changez, en fait, vous repartez à zéro en termes de référencement de cette page. Donc l'idée, c'est justement de conserver les URL, mais d'actualiser le contenu qui est à l'intérieur. Et ça, Google adore. Et s'il voit que vous faites ça, eh ben, il va repasser plus souvent sur votre site aussi. En gros, les Oui. moteurs de recherche, plus ils voient que vous êtes actif, plus ils vont venir souvent. Si les sites statiques, eh ben, ils passent une fois le premier mois, ils repassent 2 mois après, ils voient que rien n'a changé, il va passer 4 mois après, puis après il va passer 8 mois après. Donc ça, ce sont des sites ils sont dans le cercle vicieux du référencement. C'est pour ça qu'il y a un intérêt toujours à fournir un contenu d'actualité. Mais vous conservez l'URL, le title de la méta peut rester le même, juste actualisé légèrement en fonction s'il y a une datation par exemple. Et la métadescription pareil. Alors, j'ai une question qui revient souvent là, du coup, j'essaie d'en faire de plusieurs. Une seule, Oui. je compile sur la vitesse et la performance du site internet, où c'est, on va dire que c'est présenté plutôt comme étant, c'est pas parce qu'on a un site qui est rapide qu'on sera bien référencé. En revanche, si on a un site qui est lent, pour le coup, ça peut nous pénaliser pour le référencement. Première question. Et deuxième question, globalement, comment on fait pour améliorer la vitesse d'un site internet? Parce que ça, enfin, franchement, c'est un truc classique quand on est en audit SEO Oui, chez oui, les oui. clients. C'est un truc qui requiert, notamment sur des sites qui ont 2, 3 ans, qui ont déjà un peu de passé. C'est vraiment un truc qui revient. Ouais, la vitesse, en fait, est un sujet puisqu'elle touche à l'ergonomie, à l'expérience utilisateur. Voilà, alors, autant derrière un PC, un poste fixe, je vais patienter 2, 3 secondes pour qu'il y ait un affichage. Sur un mobile, si j'ai rien dans la seconde ou les 2 secondes, je suis parti. Donc, malheureusement, Google a ce qu'on appelle, contrôle ce qu'on appelle le SERP bounce. Le SERP bounce, alors c'est un peu technique, mais en gros, c'est une personne tape une requête, elle rentre sur un site, il va calculer le temps qu'il va lui falloir pour ressortir. C'est surtout plus, il va regarder les signaux où j'ai tapé une requête, je rentre sur un site qui semble être pertinent par rapport à la réponse qu'il me fournit, et je ressors parce qu'il s'affiche mal, parce que la réponse est mal bigornée, et je suis ressorti en moins de 3 secondes. Ça, c'est critique vis-à-vis de Google, parce que là, il se dit qu'il a proposé une réponse qui n'est pas satisfaisante pour l'internaute. Et c'est là où cette notion de vitesse prend tout son sens. Maintenant, je vous rejoins, c'est que vous pouvez avoir une bombe atomique en termes de vitesse, ça n'est pas suffisant. Il y a d'autres choses. Si c'est pas pertinent sur le fond, eh ben vous n'aurez pas de clients de toute façon. Vous aurez un site très rapide, etc., mais pas forcément un bon SEO. Donc c'est ça toute la difficulté, c'est que le SEO et le GIO encore plus, c'est un algorithme à 100x. On va dire qu'il y en a 20-25 qui sont prépondérants et ces 20-25, il faut essayer d'être le mieux possible. Maintenant, faut vous enlever de la tête le 100%. Un site 100% SEO optimisé, ça n'existe pas. Il y a toujours quelque chose à redire. Donc c'est du bon sens en fait. Ça sert à rien de pousser la machine. Il faut faire un état entre les ressources à mettre en face humaines, budgétaires et le gain potentiel. Donc nous, ce qu'on sait, c'est c'est pour ça que je mets tout le temps l'accent sur le contenu avant toute chose. Google, si vous êtes un des seuls à amener des réponses pertinentes, mais que vous avez un site lent, eh ben, il va quand même vous aider, moins que, mais malgré tout, voilà, je suis d'accord avec vous, la vitesse est pénalisante dans ce cas précis, mais pas Voilà, forcément. là, tu t'es un peu enflammé, mon cher JP. Tu as Hmm. un acronyme qui est parti comme ça, GIO. Alors, Ah oui, c'est peut-être, oui. le On voit GIO, la passion reprend le dessus, ça y c'est est. vrai, c'est ce qu'on appelle, bah, c'est la nouvelle manière de présenter le SEO, si vous voulez. Ce qu'on appelle le GEIO, c'est le Generative Engine Optimization. C'est que l'IA maintenant va encadrer des réponses directement sur Google. Et ces encadrés qui sont au-dessus de la zone SEO s'appellent le GEIO. Voilà. Donc excusez-moi, je suis allé un peu vite sur le sujet. Mais aujourd'hui, en fait, il faut se parler de ça. C'est-à-dire que Bien sûr. petit à petit, le SEO va disparaître au profit du GIO. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Donc pour poursuivre sur les signaux, le taux de rebond, l'engagement, le taux de clic dans les résultats, le parcours de l'utilisateur et vis-à-vis de l'intention de recherche, c'est l'adéquation entre contenu et réponse, les contenus utiles et la fraîcheur et pertinence. Voilà. C'est vrai que ça aussi, ça peut être aussi contre-intuitif.
de rédiger en mode question-réponse. Et c'est vraiment Bah, c'est ce que tu dis, c'est que plus on va aller de manière très fine dans les questions que se posent les internautes, mais comme si on parlait à l'oral finalement, c'est ce que tu dis, plus oui. on va rédiger en conséquence, plus on aura de chance du coup d'être vu, interprété par ces nouveaux outils. Ouais, et alors des techniques aussi qui peuvent être bien, c'est de mettre la conclusion en haut en termes de réponse. C'est-à-dire que Et j'ai ma oui, question qui ouvre, j'ai ma solution tout de suite. Pourquoi? Parce que l'IA, en elle vient, résumé. Et elle oui, a déjà l'info et en dessous, elle a toute votre thèse, si je puis dire. c'est ça. Voilà, vous allez étayer votre propos, mais Et c'est elle vrai est beaucoup qu'historiquement, dans le SEO, on n'a ouais. jamais rédigé comme ça. Non, et là pour le coup, ça c'est nouveau. Ça veut dire que je présente des citations plus en amont de page, ma solution déjà en amont de page avant d'étayer mon propos, si je puis dire. Voilà, c'est comme ça que ça s'oriente. Mais encore une fois, hein, tout ça c'est des briefs qui sont hyper neufs, hein. La conférence, elle était la semaine dernière. Hein, Ah oui, 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 non, je sais que ça, donc, là, c'est ça. Là, on est vraiment sur du fresh content, on est c'est sur le cas de le dire. Du des coup, choses là, j'ai très une nouvelles. question j'ai la question piège qui arrive, mon cher Jean-Philippe, je m'empresse de Vas-y. te la poser. Du coup, quand on doit rédiger, donc j'ai bien compris que le contenu, ben, ça reste clé, bien évidemment. Voilà, si je dois rédiger un ou des contenus sur mon site internet, je rédige pour Google, je rédige pour les outils d'IA, comment je fais? Alors, Est-ce que- Ou je rédige deux contenus, voilà, j'essaye un peu de non, ce qu'on rassembler les dit différents éléments que je toujours. retrouve. Toujours, pour éviter de vous casser la tête déjà, si vous partez de la feuille blanche, c'est écrire vous de manière naturelle. Voilà. Vous partez de ça de manière très naturelle et faites l'analogie. Est-ce que ce contenu est compréhensible par quelqu'un qui connaît rien à mon activité, qui va lire ce contenu et il faut qu'après, il soit capable de me pitcher pendant 1 minute sur ce que je fais, ma valeur ajoutée et mes prétentions, si je puis dire. Voilà. C'est ça, cette logique. Et après, vous allez, déjà en écrivant comme ça et en raisonnant sur le champ lexical, c'est-à-dire qu'il y a 20 ans, on était dans la répétition de mots-clés. Aujourd'hui, il faut raisonner en termes de champ lexical. C'est sûr. Si je vends des articles de pêche, je vais parler de canne à pêche, je vais parler des hameçons, je vais parler des appâts, je vais parler des tenues. Voilà, c'est de montrer que vous êtes un spécialiste dans votre domaine, justement, en utilisant tous les mots-clés pertinents du domaine. C'est comme ça que vous vous crédibilisez. Et surtout pas être dans la répétition, je mets 10 fois le mot-clé dans la page, plus du tout. Vous pouvez avoir une ou deux occurrences du mot-clé principal tant que vous utilisez un contenu suffisamment riche, des mots suffisamment riches en termes de champ lexical. Donc, nous, on nous dira toujours écrivez de manière naturelle. Après, il y a des gens comme nous qui existons pour vous dire, bon, bah là, il faudrait optimiser un petit peu comme ça, mais on vous donnera aussi des tips sur la manière de gérer vos titres et vos paragraphes. En fait, moi, quand je repense aux rédactions que je faisais à l'école, on présentait toujours le sommaire en amont, donc quand on était petit, thèse, antithèse, synthèse, j'avais mon sommaire très explicite, etc. Il faut que déjà Google, juste à la lecture de vos grands titres, le titre 1, le sous-titre 2, l'éventuel deuxième sous-titre 2, un éventuel sous-titre 3, donc c'est des ramifications à chaque fois, il faut que juste à la lecture de ces contenus-là, il est compris, sans aller dans le détail des paragraphes. Donc déjà, c'est vous dire, est-ce que je comprends le sujet traité par la page juste à la lecture de mes titres? Voilà. Ça, c'est un vaste sujet aussi d'écriture. Mais vous ne mettez pas dans la technique. Écrire sur le fond, pertinence et différenciation. Je poursuis sur le reste. Vas-y, vas-y. Donc l'évolution qui est assez notable aussi, et la différence, c'est que la recherche traditionnelle, initialement sur Google, bon, je tapais mes mots-clés, un 2 3 4 et après jusqu'aux longues traînes, sachant que plus je vais dans les longues traînes, plus je sais ce que je veux ou ce que je cherche. Donc ça, c'est aussi une clé. Vous, côté site web, il faut travailler les longues traînes au maximum, puisque plus quelqu'un va saisir de mots-clés, plus il sait ce qu'il veut. Et c'est lui qu'on veut faire venir, en fait. L'analogie, c'est se dire, si vous rentrez dans un magasin de chaussures, si vous dites je veux des chaussures, la vendeuse, elle va vous poser 35 questions. Vous rentrez dans le magasin de chaussures, vous dites je veux des chaussures Air Max noires 43 modèle 2022, elle vous les sort, vous les achetez. Voilà, c'est lui qu'on veut faire venir sur vos sites. Les autres, je veux pas sortir pour chaussures de tennis ou même basket. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux aller jusqu'à l'intention d'achat.
Donc cette recherche traditionnelle, elle va encore plus se renforcer maintenant avec la recherche enrichie, c'est-à-dire que Google remontait les réponses rapides, vous savez, les autres questions qui étaient inhérentes à votre première question initiale. Donc ça, c'était un premier pas pour améliorer la recherche. Et là, la recherche l'IA, on va carrément être en fait dans la conversation et l'influence. C'est-à-dire que la réponse que vous donne l'IA, c'est la réponse que vous donnerez à un ami suite à une question qu'elle vous a, donc avec quelque chose de très très étayé. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le pouvoir de conversion de l'IA est 4 fois supérieur à la requête traditionnelle. En termes de Ouais, trafic, on est encore loin, très puisque loin. les IA, c'est moins de 10% du trafic global, mais on prévoit 20% d'ici fin 2026 du web total, hein, donc ça va être monstrueux. Et les IA ont ouvert leur système au début pour gentiment démarrer. Mais ce qui va changer, c'est que quand avant, dans ma recherche traditionnelle, je tapais 4, 5, 6, 7 mots à la limite, et là pour montrer que j'étais très prêt à l'acte d'achat, quand je fais un prompt sur l'IA, là je vais encore plus loin. Je tape un paragraphe. Ça veut dire je cherche une femme de ménage sur Google. Je vais citer femme de ménage Manille-le-Hongre, maison, par exemple. Sur l'IA, je vais dire, trouve-moi une agence de femmes de ménage bien notée à Manille-le-Hongre pour faire le ménage tous les jeudis dans une maison de 150 mètres carrés avec 6 pièces. Voilà. La réponse que va me fournir l'IA, elle va être beaucoup plus précise parce que ma demande a été, elle, beaucoup plus précise. Donc, quand j'ai une réponse aussi précise, et généralement, ce que je vous recommande, c'est tout le temps, en fait, l'IA ne va pas vous recommander un prestataire, mais toujours plusieurs, 3, 4 ou 5. Voilà, et c'est ce qu'il faut faire. Et on a d'ailleurs eu un client, un de nos clients, qui nous a fait un mail en disant, on a chopé un nouveau gros prospect qui est devenu un client, qui avait tapé 6 ou 7 prompts différents. On est sorti à chaque fois, et c'est ça qui a fait qu'il nous a choisi. C'était dans l'activité d'expertise comptable. Mais le pouvoir de conversion de l'IA va être fondamental, va être bien supérieur. C'est pour ça qu'il Alors, faut s'assurer que vous ayez des sites ouverts et déjà un contenu, voilà, qui soit pensé dans cette direction. alors, tu vas vite. Quand tu parles de pouvoir de conversion, on est d'accord, c'est je suis sur un chat GPT, voilà, j'envoie une requête, j'ai des sources qui arrivent derrière, j'ai une réponse avec des sources de site web, je clique, je vais vers le site internet qui m'intéresse, et là je vais passer à l'action. Donc on est d'accord, c'est que la conversion, c'est ce que tu appelles la conversion, c'est ben, transformer le visiteur en contact qui fait En sa chiffre demande d'affaires, sur le ouais, site. en Et contact pourquoi? business. Et donc, pourquoi on observe, on sait observer aujourd'hui des taux de conversion super parce qu'on voit tout dans les outils de tracking et Oui, de tout à fait. suivi. Et ce que tu nous dis, c'est que ben, le taux de conversion est bien supérieur sur le trafic issu des IA que de Google, parce qu'à l'origine, il y a une demande qui est beaucoup plus complète et précise. Et du coup, si je m'affiche derrière, forcément, c'est que j'apporte la réponse qui est cherchée par C'est l'internaute ça. depuis là. Là, ça change tout. Ah, ça change énormément de choses. Ça change, bah, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais ce que je vois, Même peut-être une bonne nouvelle pour les petits d'ailleurs, parce qu'il y a plus, notamment, je trouve. je pense aussi. Alors après, il y a des très gros aussi qui se positionnent Et et forcément qu'il y a des hétéros qui se positionnent. il y a un peu, Ça redistribue un peu les cartes ou pas? mais pour vous, Quelque part. ça les redistribue. On peut quand même, comment dire, avec de l'intelligence et du bon sens, on peut arriver à parvenir à nos fins, mais on est quand même sorti du web d'il y a 15 ans où on mettait un, on récupérait 1000. Eh bien Ça, sûr. c'est fini. Voilà. Donc, c'est de plus en plus, malheureusement, hein, le web devient un peu ce qu'on voit dans la vraie vie. C'est les plus gros qu'on voit partout, quoi. Ouais, c'est clair. Ce qui nous, moi, me dérange. Mais en tout cas, ce que je vois dans les analyses, parce que c'est le taux de conversion qui est la finalité, mais la moyenne de temps, j'ai un site bah, je prends notre site, par exemple. Notre site à nous, les visites qui viennent des IA, elles durent 4 fois plus longtemps. Donc j'ai des visites en moyenne de 7 minutes sur notre site. Parce qu'on sait que les personnes, alors que la moyenne du site web dans son ensemble, c'est autour de 2 minutes. Donc Ce je qui est déjà vois que pas mal, hein. j'ai une qualité. Mais alors, il y a aussi le côté où on donne beaucoup d'informations, nous, gratuitement, Ah oui. sur le blog, etc. Donc les gens viennent aussi s'alimenter de ça. Mais malgré tout, je vois le même effet pour d'autres sites marchands. La visite qui provient de l'IA dure plus longtemps, consulte plus de pages et aboutit plus souvent à une demande, soit de devis ou un achat. Voilà. Donc maintenant, aujourd'hui, ça reste
une faible rivière de trafic, mais c'est amené à, justement, tenant compte de ça, à devenir exponentiel dans les mois et années encore plus à venir. On verra. On verra, mais j'en suis convaincu, en tous les cas. Donc, en termes de signaux maintenant de visibilité dans l'IA. Donc, tout ça, c'est des choses sur lesquelles on pourra revenir plus dans le détail et on vous enverra aussi le support. Mais la structure sémantique, bon, là, c'est un peu technique, mais il y a une manière aussi dans votre code d'apporter de la clarté aux moteurs de recherche et aux IA. Donc, ça, c'est à voir avec vos agences, webmasters, etc. Et ça, pour le coup, maintenant, ça devient intégré, ce qu'on appelle les schémas.org. C'est justement tout ce trafic qui va venir de Facebook, d'Instagram, de Twitter, des réseaux sociaux, de bien découper chaque chose et de prévenir le moteur. Ensuite, le contenu expert. Ce que je vous disais avant, c'est que les IA privilégient les sources démontrant une expertise claire. Nous, ce qu'il faut que vous fassiez aussi, vous, et ça vous rassurera aussi, nous, on s'est rassuré en testant les réponses de l'IA sur nos métiers. Ce qu'on voit clairement, c'est que tous ceux qui sont génériques et pas experts dans leur domaine, alors oui, eux, ils sont en danger. Parce que les réponses de l'IA vont vous amener jusqu'à ce premier niveau de réponse. Après, quand ça se corse, quand il faut faire beaucoup plus d'analyse de data, quand il y a plus de benchmark, quand ça passe à un niveau d'expertise supérieur, on a été rassuré parce que l'IA proposait, parce qu'on voit que c'est pas complet ou qu'il y a des erreurs. Surtout, il faut bien. L'IA sur une page Word de réponse, elle fait entre 3 et 5 erreurs. Donc déjà, il faut quand même garder ça en tête parce que les nouvelles générations, elles vont prendre le contenu de l'IA, clac, clac, ça y est, c'est parti, je relis même pas, etc. Et c'est poussé comme ça. Il faut surtout pas rentrer là-dedans. Si vous écrivez pour votre site en utilisant les IA, toujours la relecture. Toujours, toujours, toujours. Mais on vous recommande de tester les IA par rapport à votre métier, ça va vous rassurer sur ce qu'elle peut amener comme réponse. Après, c'est sûr que les métiers de juriste, d'avocat, les conseillers comptables, les choses comme ça, et même dans nos métiers, l'IA peut vous faire une reco digitale qui sera plus pertinente que certaines agences un peu jeunes, si je puis dire. Maintenant, quand vous allez rentrer dans d'autres problématiques, voilà, on sait que c'est l'expertise, votre expertise qui fait la différence. Voilà. Et du coup, les références vérifiables à profondeur d'analyse, tout ça va jouer plus que jamais. Et, ah mince, excusez-moi. Et ce que je disais aussi, c'est les overviews, c'est-à-dire les citations d'IA. C'est quand vous arrivez, c'est comme ce qu'on appelait la position zéro avant référencement naturel, c'est-à-dire que cette position zéro, c'est celle qui était la réponse qui était fournie quand on interrogeait un moteur vocal, ou Siri ou Alexa. Où là, vous demandiez à Alexa un site pour du jardinage, vous en sortez un, quoi. Donc c'est un peu, c'était ça la position zéro. Les IA, même chose. Si vous arrivez à avoir les citations qui apparaissent directement dans les moteurs, là, votre trafic, il fait un bond. Et là-dessus, on recommande les listes structurées, justement les réponses aux questions très précises, un contenu FAQ, notamment avec une page par question, quelque chose d'étayé, etc. Alors toujours, encore une fois, le jeu entre qu'est-ce que je présente comme contenu aux visiteurs de mon site. Si j'ai un contenu qui est que fait pour l'IA, que fait pour le référencement, pour Google, etc., c'est un contenu qui est pas vraiment attrayant. Donc vous, un bon référencement, c'est celui qui va considérer autant la machine que le visiteur. Et c'est ce bon mix des deux qui fait qu'on a le succès. Si je prends trop le visiteur en question et que je lui fais un parcours, un site hyper joli, tout très fluide, je vais pas avoir beaucoup de matière. Donc en termes de SEO, je parle en termes de texte, vous allez avoir des résultats décevants. Si vous faites un site qui est que pour le référencement, beaucoup de contenu, mais mal balisé, bah, ça va être pareil. Vous n'allez pas convertir, vous allez attirer du monde, mais vous n'allez pas convertir. Donc un bon référencement, c'est des compromis entre le texte et l'ergonomie. Très important ça. J'ai une question entre autres sur les FAQ. Qu'est-ce que tu conseilles du coup en termes de FAQ et de quantité à produire sur le site? Est-ce qu'on a une rubrique et puis c'est tout? Ou est-ce que du coup il faut en intégrer sur les pages qu'on considère être importantes? Est-ce que ça change un peu la donne du coup Alors, par rapport au FAQ?
C'est justement là où il y a la notion d'ergonomie. Si j'ai que trois questions, bon bah, je vais peut-être mettre les trois questions sur la même page et je scinde tout dans une rubrique FAQ. Mais dans un monde idéal, c'est sûr que souvent dans une FAQ, la réponse, elle fait deux lignes. Donc, Ah, on t'a perdu, je crois. Ah, je ne sais pas si c'est moi ou si c'est notre ami Jean-Philippe qui a un problème de connexion. Est-ce que tu es parmi nous? ben, je me suis fait déconnecter. Ah, voilà, ça y est. Je sais pas pourquoi j'étais déconnecté. Nous voilà, bah écoute, on est toujours en ligne. C'est la Ok, magie, c'est la magie du direct. ouais. Je suis navré, je sais pas pourquoi j'ai été Ah non, non, déconnecté. mais écoute, Je je ne parle savais trop pas si vite. ça venait de chez moi ou de chez toi. Non, ça s'est fermé Bon, d'un coup. voilà. Donc, je suis navré pour ça. Hop. Et Donc tu finissais sur les FAQ. ouais, donc sur les FAQ, je disais, avant d'atteindre une masse critique qui vous permette d'avoir des réponses suffisamment étayées, regroupées par grandes catégories, donc tout ce qui peut considérer, si je prends l'exemple d'un site e-commerce, tout ce qui concerne le transport, tout ce qui concerne les moyens de paiement. Voilà. Et basez-vous aussi sur les requêtes qui sont, que Google vous suggère en amont, puisque là, ils vous disent que les gens cherchent le plus. Donc, vous pouvez aussi faire une analogie en termes de contenu. Google, il vous donne énormément d'informations et traiter ces questions après dans votre site vous permettra de sortir en tant que site référent pour ces questions posées directement par Google. Mais basez-vous là-dessus. Est-ce qu'il y a des outils que tu recommandes pour justement aider People Ask. Pardon? Il y a un outil qui s'appelle People Ask qui permet de Voilà, savoir ouais. les tournures de phrases que les gens utilisent le plus souvent dans leur recherche d'informations. Après, pour générer des FAQ, c'est plus pour les rédiger ou ce genre de choses. Là, Non, c'était pour les questions justement, c'était ça laquelle, ouais, ouais, pour trouver People des idées, Ask, etc. en Ouais. fait, vraiment utile. Et après, vous partez de votre activité et vous le faites manuellement sur Google. Si vous êtes dans le BTP, vous avez trois, quatre grands corps de métier. Vous testez sur vos requêtes, vous allez voir quelles sont les questions que va vous suggérer Google et vous reprenez ça. Et en bas de page, vous avez aussi toute une suggestion Bien sûr. d'expressions connexes. Vous prenez ça aussi. Voilà, vous partez du marché. Google, il vous la donne l'info. Il vous dit ce que les gens cherchent le plus. Donc, vous allez calquer votre contenu en fonction de ça. Ah oui, clairement. Ouais, je suis assez précis. Et alors, les erreurs qu'on voit encore en SEO et qui, pour le coup, font très mal et vous bloquent pour sortir sur l'IA. C'est ça aussi, c'est que ces erreurs-là, elles sont rédhibitoires côté IA. Eh oui, Évidemment, on pourrait aller très loin. Tout ce que je vous dis en une heure, je pourrais en parler pendant 24 heures. oui. Mais on a compilé six erreurs les plus souvent remarquées, c'est les pages orphelines. Une page orpheline, c'est quoi? Bah, c'est une page de votre site web que vous avez créé il y a 2 3 ans et qu'on a sorti de la navigation mais qui existe encore. Ça veut dire que ce qu'on appelle une page zombie, ça veut dire qu'elle n'est accessible que par le moteur de recherche. Si je suis dans le site, je ne peux pas y accéder par le biais du site, elle n'est accessible que par son URL définitive. Ça, c'est une catastrophe. Ce qu'on appelle les pages satellites, etc. Ça s'apparente à une technique pour flouer les moteurs. C'est qu'en gros, avant, dans ce qu'on appelait le dark hat, le Black Hat, les gens avaient un site de 10 pages et gravitaient autour 200 pages qui n'apparaissaient pas dans la navigation, mais avec beaucoup de contenu et alors du contenu textuel comme ça. Alors, C'est pour est-ce que du coup, j'ai une question sur ça. Est-ce que il faut absolument que toutes les pages soient rattachées à un menu, ou si tu as une page qui est hors menu, par contre, elle est reliée via des liens, via du maillage interne, c'est est-ce bon. que du coup, elle n'est pas considérée comme orpheline? Non, elle est bien accessible par la partie Ok. visible du site. Aucun problème, et ça marche. Ça marche bien. Les liens contextuels, justement,
évitez les cliquer ici, en savoir plus, etc. Il vaut mieux un lien, découvrez notre service de, par exemple, ou plus d'informations sur nos, voilà. Ça marche, mais c'est pas considéré comme une page satellite. Ensuite, le contenu dupliqué. Donc ça, toujours, hein, c'est l'idée de avoir la paternité d'un contenu unique, sachant qu'en gros, la règle, c'est que si votre contenu, il est plus de 50% similaire à un autre site, vous sortirez pas. C'est valable aussi dans votre site. Ça veut dire si dans votre site, vous avez deux pages qui sont à plus de 50% identiques, Google, il n'en référence qu'une seule. Donc c'est Eh notamment oui. valable pour les pages de catégorie, pour les paginations des sites marchands. Ou si vous avez 50 pages sur les paires de chaussettes, il n'y a pas de raison d'indexer 50 pages pour Google, il va en indexer qu'une seule. Alors, Ensuite, j'ai Marie qui, j'imagine, anticipe le sujet suivant sur la rédaction de contenu par j'allais y l'IA. venir. Voilà. Comment c'est vu, comment c'est interprété par Google? J'ai vu passer un article ce matin, comme quoi, ça y est, on a franchi la barre de plus de 50% des contenus du web qui ont été créés par des IA. Alors, moi, je suis un adepte, tu connais ma position. Oui, Moi, et je je, dis, s'il y a, elle fait tout, et ben, dans 10 ans, on a tous les mêmes contenus, mais on a j'y tous les souscris mêmes à habits, on a tous les 300%. mêmes têtes, on a tous les mêmes trucs. Donc, moi, ma conviction profonde, c'est continuer d'écrire vous. C'est l'IA, en fait, là, oui, c'est un palliatif, et nous, on le voit, on a nos clients. Moi, on a des tarifs pour des journalistes qui écrivent, qui se documentent, etc. Mais je vous fais le comparatif. Moi, j'ai fait l'expérience. Avant, je mettais 3 heures, 3, 4 heures pour faire veille comprise, recherche et tout, pour créer une page SEO digne de ce nom, qui était vendue entre 250 et 300 euros, balisée et tout. Aujourd'hui, avec l'IA, vous pouvez le faire en un quart d'heure. Donc, déjà, quand on se place du point de vue de nos clients, bah, ceux qui se disent, bah, j'ai supprimé un article à 250 balles par ChatGPT à 20 euros par mois et je peux créer 50 pages de contenu, je comprends le réflexe d'aller vers ça. Maintenant, la finalité de tout ça, c'est que tous les contenus vont se ressembler, et on va perdre justement la différenciation, la pertinence. Et l'IA, elle n'a pas d'émotion, elle n'a pas de nuance, elle fait semblant. Personne ne sera plus pertinent que vous sur le fond. Maintenant, c'est là où, en fait, il y a la réalité du moment, la réalité économique. Vous pouvez arriver à quelque chose de très satisfaisant en utilisant l'IA comme assistance, si je puis dire. Où vous allez rédiger une première mouture, vous la soumettez à l'IA qui va la compléter. Et après, vous allez vous muscler aussi tout ça. Ce qu'il faut, c'est jamais, enfin, selon moi, hein, publier un contenu directement sorti de l'IA. Il faut toujours que vous mettiez votre couche humaine à vous, votre touche, votre ton. Même si aujourd'hui, l'IA, avec Jasper, vous donnez un ton de voix, un Ouais, ton c'est de clair. marque, un ton de truc, c'est hyper poussé ce que vous faites. Mais bon, moi, l'idée de me dire que tout ce que je vais lire sera écrit par des machines pour me vendre un truc et que quand je vais Enfin voilà, comment on réagirait si on avait un commercial, un robot devant nous pour nous faire Ah signer non, des mais trucs, quoi. on est Donc, d'accord. J'ai encore une autre question. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que les contenus qui ont été rédigés à 100% par l'IA, est-ce qu'ils sont, un, détectés par Google et deux, est-ce que ça pénalise le SEO? alors, en théorie, oui, ça pénalise, puisque Google a clairement dit on ne veut pas de contenu rédigé 100% par l'IA. C'est pour ça qu'il existe des IA qui s'appellent IA Humanizer, où Ouais, à partir de contenu IA, vous les passez dans une machine qui va vous permettre d'avoir un ton plus humain. Donc oui, dans la théorie, un contenu 100% IA, c'est pas du tout ce que Google souhaite. Maintenant, encore une fois, il y a la réalité du marché. Moi, je comprends que deux concurrents, il y en a un qui passe 4 heures à rédiger, l'autre un quart d'heure. Si à un moment, celui qui met un quart d'heure passe devant parce qu'il génère plus de business à court terme, l'autre, il va se dire, bah, je vais faire comme lui. eh Sauf que oui. ma conviction, c'est que sur le long terme, ça va appauvrir, en fait, le web, Ouais, je suis la clair. qualité globale de votre site. Donc, moi, je vous dirais de garder la main là-dessus, mais vous pouvez avoir un mix, une assistance par l'IA. Mais bon, tu sais très bien que le long terme, penser long terme, ça se perd dans nos sociétés et dans le Ouais. contexte. Mais bon, toujours quand Mais même je te rejoins à obligé. 300%. Mm, mm. Et après la partie balise manquante, voilà, les balises manquantes, c'est ces fameuses balises méta, titre, description dont je parlais tout à l'heure, qui équivalent aux panneaux sur les routes.
C'est vrai que c'est quand même rare de croiser des boîtes où, quand on passe dans un audit, on voit un bel visage digne de ce nom. Bon, il y a toujours, avec la Toujours, vie hein, des sites, il y a toujours à avec redire la vie avec des le sites. Ben temps, oui, ce qui est normal. Il faut oui, comprendre aussi c'est comment on clair. travaille ces balises méta. Mais ça, c'est une des premières choses à regarder dans vos sites, puisque c'est fondamental. Dans les fameux 25% des X capitaux, la balise, elle en fait clairement partie. L'intention mal comprise. Alors ça, ce serait un contenu aussi qui serait où j'aurais du mal à me positionner en fait à la place de la cible. Je vous donne un cas très précis. Un concessionnaire, lui, il parle de véhicule, alors que moi, en tant que cible, je parle de voiture. Le concessionnaire, il parle d'automobile. Moi, je parle de voiture d'occasion. Voilà, c'est ça le terme. Et donc, c'est déjà s'assurer qu'on utilise bien les termes de nos cibles. Et oui, l'automobile, le véhicule, c'est le terme, mais c'est pas celui qui est recherché. L'internaute, lui, cherche la voiture. Donc, déjà, la première chose, c'est comment vos clients expriment leurs besoins. Et c'est là où vous allez vous assurer de proposer un contenu raccord avec l'intention de recherche. Et enfin, le mobile sacrifié ou négligé. Par exemple, un des tips, on justifie plus les textes aujourd'hui, puisque sur un texte justifié sur PC, ça fait très joli, etc., puisque toutes mes marges sont bien, enfin voilà, mon espacement est bien respecté, c'est calibré à droite à gauche, sauf que sur un mobile, ça crée des textes à trous. Et ben ça, pour Google, c'est un critère de mauvaise ergonomie, parce que ça complique la lecture du visiteur. Voilà, c'est un élément très précis euh, à ce sujet. Ah, il y a du débat technique sur les réseaux sociaux, mon cher Jean-Philippe. Ouais, Donc, c'est intéressant parce que donc c'est plein pour, pour d'abord, prolonger d'une je heure. salue et je remercie tout le monde qui assiste à ce live. On n'aura même malheureusement pas le temps de répondre à tout le monde, à tout le monde. Mais je t'invite à aller sur ma page LinkedIn et à venir répondre à tes confrères OK, et encore une fois qu'on salue et remercie bien sûr. d'être ici par Minou, qui entre guillemets très gentiment se chamaille sur des nuances techniques et certains de tes propos. Bon voilà. Ah bah, après, encore une fois, hein, il y a autant de druides que... Et Enfin, voilà, exactement, mais c'est super et encore une fois merci merci beaucoup de nous partager tout ça. moi, ce que je veux dire, je ramène... Et puis, il y aura toujours des débats techniques. Maintenant, nous, on vous donne un avis. Ça fait 20 ans que je suis là. Je suis pas le seul, il y en a d'autres. Il Mais peut y bien avoir sûr. des visions différentes. On a des clients qui nous suivent depuis 15 ans pour tout ça. Mais on n'est pas... il y a plusieurs vérités qui existent. Moi, je dirais ce qu'il faut, c'est toujours le bon sens, en fait, qui prime. C'est le bon sens et se mettre à la place du client. Voilà, faut juste raisonner comme ça. Et on voit que souvent le bon sens paysan même, ce que je dirais, Eh fait une oui, différence dans le eh, temps. Encore une fois, la technique c'est bien, mais tout ne repose pas là-dessus. Mais c'est sûr qu'on est dans une période où ça bouge énormément, c'est énormément. clair. Et il y a beaucoup de voix, il y a beaucoup de voix. Ouais. Le temps file. Donc votre petite pour demain, voilà ce que je dirais. Un petit audit technique. Il y a plusieurs. Si vous avez la Search Console de Google, notamment derrière votre site, elle va vous remonter plein d'outils, d'infos intéressantes comme ça. Il y a les outils d'analyse aussi. Il y a d'autres outils d'analyse. Regardez aussi les analyses d'intention. Est-ce que la requête cible principale de Google correspond bien à votre contenu, la structure sémantique, comment vous avez construit votre contenu, est-ce qu'il est clair, est-ce qu'il y a comment dire, des paragraphes bien identifiés, votre expertise et après le maillage, c'est-à-dire comment je travaille mes allées et venues dans mon site entre contenus qui se complètent. Ça, Google adore quand on fait des rebonds sur un contenu pour aller vers un autre contenu complémentaire. Les trois messages à retenir, c'est les fondamentaux du SEO restent essentiels. Et si vous travaillez bien votre SEO depuis longtemps, il y a de grandes chances que vous vous positionnez. Que vous ne... Alors, si vous êtes dans le cadre d'un site informatif non commercial basé sur la monétisation de l'audience, malheureusement, bah, vous faites partie de ceux qui payent cher la modification actuelle. Mais ça finira par se stabiliser, mais il va falloir se réinventer un peu.
puisque l'IA a transformé la recherche et la qualité gagne toujours. C'est ce que je voulais dire par le bon sens, en fait. Si vous faites du bon travail, et alors, je ne devrais peut-être pas dire ce que je vais dire, mais on est aussi à l'ère des réseaux sociaux où tout est beau. La couche de vernis, je me branche juste pour pas être débranché. Hop. Excusez-moi, la couche de vernis, elle est toujours top, hein. Quand on regarde les réseaux, tout le monde fait son bon job, tout le monde sait faire, machin. Il y a plein de... Maintenant, creuser. Creuser, voilà, il faut aller au-delà du vernis. Moi, je suis pas le plus grand communicant, Olivier non plus, mais parce qu'on sur le fond, voilà, c'est vraiment ça qui compte. Faites bien votre travail. Voilà, faites bien votre travail. À l'ère de la review aussi, où maintenant on choisit un restaurant, on se note, etc. Alors voilà, j'ai deux clients dans la même activité, ce qui est un des seuls cas parce que j'en ai un dans le nord, un dans le sud. C'est le seul cas où je peux travailler pour deux concurrents. Celui dans le nord a une excellente réputation. Celui dans le sud, celui dans le nord, il est à 4,7. Celui dans le sud, il est à 3,5. La différence, c'est 200% de conversion en moins. Donc, on C'est a énorme. 3 fois plus de l'autre côté. Donc, et une note, vous passez de 3,5 à 3,7. L'augmentation moyenne, c'est 120% de demande de devis en plus. 0,2 points, ça peut doubler le nombre de devis. Là, je dis ça pour ceux Super. qui sont entre 3 et 4, où la note psychologique, elle n'est pas assez bonne. Donc la prime à la qualité, si vous faites bien votre travail, vos clients vont le dire, ce sera visible, et là, vous allez vous donner plus de chance. C'est clair on n'en a pas parlé, mais ça rejoint ce que tu dis. Dans le référencement, il y a la notion de branding de la marque. Le référencement, c'est aussi du branding. Plus j'ai une notoriété, plus je travaille bien. Complètement. Le bouche à oreille joue aussi pour le référencement d'un site internet. C'est peut-être bizarre de l'entendre, mais c'est aussi le branding à sa part, bien évidemment. Je rebondis sur la remarque de Clément, parce que je vois que bon, on a fini, mais c'est en lien avec ta conclusion. Clément qui nous dit que c'est pas Google qui pénalise l'IA concrètement, mais c'est entre guillemets la pauvreté potentielle de contenus issus d'IA qui peuvent Oui. du coup pénaliser le référencement. Voilà. Bah, Je il y sais a de grandes chances, si vous faites tout par l'IA aussi, que bien sûr. l'IA ait fourni le même texte à une autre société qui travaille dans la même activité que vous, et du coup que vous vous retrouviez dans un cas de contenu dupliqué dont vous n'auriez même pas connaissance en fait. Et d'ailleurs, j'ai une question, ça me fait penser à ça, après on va arrêter parce que là on est en train de déborder, mais est-ce qu'on sait, est-ce que tu as déjà fait le test, est-ce qu'on sait demander à une IA générative de fournir un contenu et de s'assurer qu'il n'y ait pas de contenu dupliqué? Faut le Ou il faut aller demander dans le copier-coller prompt. dans Google comme on faisait à l'ancienne? Faut le demander dans le prompt. Mais c'est aussi pour ça que, ce que je disais tout à l'heure, votre contenu, il faut le muscler. Vous l'humanisez, vous. Vous passez Bien pas par sûr. une machine et vous allez rajouter la pertinence nécessaire qui pourra pas sortir d'une IA parce que c'est une expertise très pointue. Voilà, des choses que vous mettez en avant. Écoute, c'est super. Merci, un grand merci Jean-Philippe. S'il y en a qui veulent aller plus loin ou s'il y en a qui ont encore des questions, bah là aussi, n'hésitez pas à revenir vers nous sur LinkedIn. On se fera un plaisir d'y répondre. Et puis, si parmi vous, il y en a certains qui se posent des questions sur la performance de leur site web, de leur référencement, en se disant bah, que peut-être vous pourriez faire mieux, ben là aussi, n'hésitez pas à contacter Jean-Philippe, à nous contacter. Et on peut regarder, parce qu'on propose entre guillemets, des mini-audits flash pour déjà identifier dans un premier temps des leviers, et puis voilà, vous faire entre guillemets un premier diagnostic sur ce qui cloche et ce qu'on pourrait améliorer. Donc là aussi, on est à votre disposition et ne vous gênez pas. Voilà. Bon, j'espère que j'aurai été clair en tout cas. Et Écoute, je pense, je te remercie encore une fois et je vous dis, bah, écoutez, à une prochaine masterclass dans les semaines qui viennent où on communiquera bientôt sur le sujet. Jean-Philippe, un grand merci pour ton temps, ta merci à vous. disponibilité et j'ai bien retrouvé le passionné que je connais et que je côtoie depuis 10 ans. Donc c'est toujours un régal et un plaisir que d'animer ces contenus avec toi. À très vite. Merci, j'espère que tout ça vous aura été utile. Et comme dit Olivier, on est à votre disposition. N'hésitez pas si vous avez des questions, on essaiera toujours d'y répondre. Et si on n'a pas la réponse, on ira la chercher.
Salut JP, Ok, bonne fin merci à vous, de merci journée à tout le Olivier, monde. merci Ciao. beaucoup pour la confiance. Au revoir.